Bon et bah voilà, on a eu une course avec un suspense jusqu'au bout et du spectacle à tous les niveaux pour le coup, sans compter pas mal de stratégies, ça c'était vraiment cool. Franchement c'est l'une des meilleures courses depuis un sacré bout de temps, c'était un vrai plaisir à regarder, même si le début était vraiment mollasson, mais ça a tout mis en place pour la fin de la course, c'était trop bien. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Singapour 2023 de Formule 1. C'était beau. Allez, je commence avec ceux qu'on n'attendait ni en qualif ni en course et eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Pour le coup, on va parler évidemment des As. Alors les deux voitures sont en Q3, voilà, ça c'est une première chose. Personne dans l'équipe savait pourquoi la voiture fonctionnait aussi bien, du coup ils ont essayé de maximiser la chose évidemment en course. Le problème c'est que la As, comme la Ferrari on va dire en début de saison, bouffe beaucoup ses pneus, elle les détruit vraiment littéralement. Et c'était un petit peu une question de temps en fait sur le début de la course, savoir combien de temps les As allaient tenir. Alors Magnussen faisait quand même état que la voiture fonctionnait plutôt bien quand elle était dans le clean air, quand il n'y avait pas de voiture devant quoi. On l'a vu dans le début de la course, pour le coup, Magnussen il était plutôt bien. Les As ont retenu quand même pas mal l'Alpine de Pierre Gasly pendant un bon bout de temps. Magnussen était devant, tranquille, Hülkenberg était suffisamment rapide pour empêcher une attaque de Pierre Gasly. Bref, tout ce joli petit peloton se faisait gentiment décrocher et pour le coup, il y avait du monde derrière les As. Alors la safety car a aidé Magnussen puisque les pneus étaient en train de mourir tout simplement. Par contre, comme le peloton était assez serré, ça a tué la course d'Hülkenberg et ça on en reparlera justement avec Leclerc pour qui ça a été un petit peu le même problème de faire justement le double stack dans l'équipe. Même sur les hards, en fin de course, c'était l'enfer pour l'équipe américaine. Magnussen s'est même arrêté pour mettre des softs en espérant que ça aille un petit peu mieux, qu'il puisse remonter, qu'il y ait peut-être des événements de course, etc. Il y en a eu. Perez qui sort gentiment, Alex Albon, Russell qui se plante dans le mur dans le dernier tour, et un bon rythme qui l'a fait remonter, le Magnussen, à la P10 pour marquer un petit point. C'est pas mal, hein? Du coup, As a 2 points d'avance sur Alfa Romeo au championnat, et même si ça paraît rien, ça fait un joli petit matelas pour prendre une petite option sur la P8 du championnat. Alors attention, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une course rocambolesque où des écuries de bas de tableau peuvent profiter d'un gros cafouillage incroyable sur le devant de la scène, on va dire, et marquer des très gros points. Il va falloir être là et prêt à saisir des opportunités. Deuxième réaction, rien ne va plus chez Fernando et Aston Martin pour le coup. À Spa, je vous en avais parlé de cette petite erreur assez surprenante, je trouvais, sur la sprint race du pilote espagnol qui juste l'avait mis dans le mur à Pouhon comme pas possible et rebelote à Singapour. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Alonso fait quasi aucune erreur ou a même très peu. Il a une expérience de fou furieux, 100 000 km en course, c'est vous dire. Il y en a qui font même pas 100 000 km, voilà. Et que une erreur de sa part, forcément, ça passe tout sauf inaperçu. Alors par contre, louper la ligne d'entrée des stands à Singapour, comme il l'a fait, ça ressemble à un joueur sur F1 23 qui, dans le feu de l'action de sa course, a été un peu trop optimiste. Mais ça ressemble pas à Fernando Alonso, quoi. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. Pareil, l'erreur en sprint race à Spa, où il met une petite roue sur la ligne blanche, ça lui ressemble pas. Alors un peu plus tard dans la course, on le voit louper le freinage au virage 14 en bloquant les roues tout seul. Là aussi un petit peu comme un débutant, j'ai envie de vous dire. Il prend la radio pour dire que la voiture est inconduisible, ce que je peux comprendre vu le week-end, mais avouez que c'est assez bizarre quand on connaît le bonhomme. Alors si on regarde un petit peu plus près, sur son onboard, on voit une pièce en carbone qui se détache dès le deuxième tour de course au niveau de la roue avant gauche. Alors je sais pas ce que c'est une sorte de cache ou d'ailette de l'écope de frein ou un truc dans le genre, vous savez, sur la grande ailette verticale qui revient un peu sur le pneu là. Il y a un truc en bas qui s'est décroché, qui se trimballait quoi. Et il a gardé cette pièce qui était brinque-ballante toute la course et comme elle est située devant l'entrée du fond plat, ça n'a pas dû aider le pilote. Alors du coup, est-ce que ça vient du pilote ou de la voiture? Forcément, un petit peu des deux, je pense. La voiture surchauffait pas mal les pneus. Est-ce que c'est dû à cette pièce, etc. Je sais pas. Il avait du mal à garder le rythme des voitures qui étaient en tête de la course, là où ils doivent se battre en règle générale chez Aston Martin, donc c'était assez surprenant. Mais la petite pièce qui se trimballait explique pas non plus son entrée dans les stands qui était complètement ratée. Et des F1 inconduisibles, il en a eu un paquet entre la Ferrari 2014 qui était une purge de l'enfer
et les McLaren Honda, bah, ils faisaient pas ce genre d'erreur à l'époque. Bon bref, dans tous les cas, ça arrive d'avoir un jour sans chez Aston Martin, sans compter l'énorme carton de Stroll la veille en qualif sur un dernier virage, un chouïa trop large et ça s'est joué à pas grand chose. D'ailleurs, vu l'impact, le mur a l'air trop proche et les Tech Pro pas assez nombreux ou en quantité suffisante pour garder la voiture dans le dégagement. Là, elle est simplement revenue sur la piste avec une autre voiture qui arrivait pleine balle derrière. Je trouve ça très moche comme dégagement. Là, dans ce cas-là, soit on met un dégagement plus grand, donc du coup ça demande de la place et à Singapour c'est compliqué, et on met plus de Tech Pro pour absorber le choc et garder la voiture, soit effectivement on prend le parti de prendre un dégagement peut-être plus faible, mais avec un rail ou plutôt peut-être un mur qui permet de faire glisser la voiture, peu importe l'angle d'attaque, on va dire. Là, Stroll il arrive quand même pas mal de face. Mais le but du jeu, c'est d'éviter que la voiture revienne et que ça devienne un obstacle pour les prochains qui arrivent sur la piste. Et là, c'était complètement le cas. La caisse a été éclatée sur la trage. Dans un dernier virage où tu arrives à 200. C'est pas fou. Bon, troisième réaction, on va parler de l'éléphant dans la pièce, hein, les Red Bull. Alors, il y a eu à la fois un manque de performance et à la fois une malchance absolue sur la stratégie. Verstappen s'est beaucoup plaint de sa voiture en essai libre, des problèmes de motricité en sortie de virage, des passages de rapport qui n'étaient pas du tout à son goût. Bref, ça passe pas la Q2, c'est un fait qui est rarissime pour le coup depuis quelques temps déjà pour Red Bull. Et derrière, fallait adopter une stratégie différente en course. Bah forcément, quand tu pars en dehors du top 10, c'est un peu plus compliqué. Alors, fallait partir en hard pour sauter tout le monde au jeu des arrêts au stand lors de la première salve. Hein. Quoi qu'il arrive, c'était un one-stop comme on dit. C'était l'objectif, hein, comme on a vu Pérez le faire de nombreuses fois cette année en partant un peu plus loin sur la grille. Donc de base, c'était plutôt le bon call de partir en hard et d'essayer de remonter, de se frayer un chemin quand même dans le début de course. Sauf que la safety car tour 20 tombait pile poil dans la fenêtre d'arrêt pour tous les pilotes qui étaient soit en médium, soit en soft. Au lieu de coûter plus de 20 secondes, je crois, l'arrêt au stand, il coûtait à peu près une quinzaine de secondes. Et ça n'a pas été suffisant pour que Verstappen se retrouve devant Sainz à la relance. Donc ça a fait foirer un peu toute la stratégie. Le but du jeu, c'est de se retrouver devant et puis de pouvoir partir. Et alors derrière, une fois la relance faite, les hards usés fonctionnaient, mais alors pas du tout sur la Red Bull. Rarement on a vu Verstappen se faire autant déposer. Là, fallait juste attendre en fait une safety car le plus longtemps possible pour tenter de revenir un petit peu dans le match. Mais en fait, dans tous les cas, c'était mort. Il y avait un arrêt à faire pour les Red Bull et la tête de la course qui avait déjà fait son arrêt et qui pouvait aller au bout quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux, c'était l'enfer. C'était donc le pire timing pour Red Bull, mais en fin de course, avec des médiums, Verstappen a quand même pas mal réussi à remonter bien fort. Ça allait bien mieux. P5 juste derrière Leclerc en perdition sur ses pneus. Lui, pour le coup, il a eu du mal à gérer ses pneus, j'ai l'impression. Honnêtement, pas si mal, hein. Tellement ça a été compliqué là sur cette course, ça a été bien exécuté là. Bon alors forcément, avant de vous laisser sur cette troisième réaction, je suis obligé de parler de Pérez qui fait vraiment mal au cœur d'une certaine manière et qui a mis au tas deux voitures quasiment, entre guillemets. On commence par Tsunoda, tour 1, virage 4, il plonge à l'intérieur, Pérez, mais pas assez, il sous-vire, il tape le ponton, puis la roue arrière de Tsunoda pour l'éjecter un petit peu. Et puis il passe, et puis Tsunoda se retrouve avec une voiture qui est tordue, fin de l'histoire. C'est classé en incident de course, rien d'autre. Je peux comprendre que c'est le premier tour, mais quand même, je trouve ça un peu scandaleux, sachant que Tsunoda laisse un petit peu de place, pas grand chose, hein. Mais surtout que Pérez n'est pas du tout à hauteur et ne peut pas, je trouve, prétendre à avoir de la place entre guillemets. C'est un plongeon qui est trop tardif et pas assez incisif aussi pour s'imposer proprement et dire à Tsunoda bah non frérot tu peux pas tourner quoi. Alors rebelote en fin de course avec Albon où là non seulement il plonge mais alors bien trop tard, vous savez dans l'épingle là, plonge bien trop tard, il vient percuter sans broncher la voiture d'Albon au niveau du ponton pour l'envoyer en direction du mur. Il tape tellement fort que Albon en fait il peut plus être sur la trage quoi, ça renvoie Albon dans le mur. Il passe, tranquille, 5 secondes de pénalité qui n'auront d'ailleurs aucune incidence sur sa course, mais fera perdre une potentielle P9 pour Albon, donc c'est un peu dommage. Alors selon le règlement, c'est assez juste et bien pénalisé, mais je trouve qu'ils ont été bien trop gentils avec Pérez sur cette action parce que il a tout loupé du début à la fin de sa manœuvre, et je trouve ça vraiment pas propre du tout. Encore une fois, c'est pas le problème des stewards, globalement, c'est plutôt le problème du règlement qui est pourri, et ça fait des années que je le dis, ça commence à me saouler. Quatrième réaction, on reste dans le giron Red Bull parce que la vraie star ce week-end, c'était encore une fois Liam Lawson, tout simplement. C'est le seul pilote Red Bull à être allé en Q3. Voilà, il a marqué des points dès sa troisième course, mieux que De Vries et Ricciardo, et sur l'une des courses les plus difficiles de la saison. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce pilote ?
Non, on peut passer à la suite? Alors c'est top pour lui, bien évidemment, mais ça me fait aussi un peu plaisir parce que maintenant, Helmut Marko se retrouve avec un casse-tête de quel pilote pour quel baquet. Et pour une fois, faut qu'il réfléchisse un petit peu avant de faire des dingueries dans tous les sens. Ça va pas lui faire du mal au gamin. Alors Tsunoda abandonne malheureusement encore au tour 1 quand tout le week-end, il montre qu'il est quand même sur un bon rythme. Il fait plutôt une bonne saison Tsunoda, je dirais, donc je me dis que pour avoir de la stabilité chez AlphaTauri, c'est pas plus mal de le garder pour 2024, même si on peut rentrer dans des périodes un peu de transition en vue de 2026. Ricciardo, on ne sait pas encore, mais ça avait montré un retour assez intéressant en Hongrie, donc il faut confirmer ça. Et Lawson, sous la pression, ça marche, mais parfaitement. Ça marche, faut qu'il soit tout le temps sous pression, le gamin. Parce que Lawson, comme je vous l'avais dit, en fait, il sait pas encore quand ça va s'arrêter. Donc, faut profiter à fond, tout maximiser au possible. Mais maintenant, faut lui donner un petit peu sa chance, j'ai envie de te dire, pour une saison complète. Là, ça va être, ça va être nécessaire. Et alors, les plus en danger, ça reste du coup Tsunoda et Sergio Pérez. Alors, si Ricciardo performe pour la fin de saison quand il reviendra, puisqu'il va revenir bien évidemment, ce serait tout sauf idiot de mettre Ricciardo et Lawson chez AlphaTauri et garder Pérez chez Red Bull pour une saison de plus puisqu'il a un contrat pour 2024. Et si vraiment Ricciardo est juste incroyable, ils peuvent aussi le mettre chez Red Bull à la place de Pérez et avoir Lawson Tsunoda qui peut fonctionner très bien aussi. Ils n'ont plus le choix, ils ont que l'embarras, comme on dit. Mais personne n'est sûr de son baquet, sauf Verstappen, en tout cas chez Red Bull. Les chaises musicales vont commencer chez Red Bull, bien comme il faut. Asseyez-vous, détendez-vous. La dernière inconnue de l'équation, c'est la performance de Ricciardo, donc il va falloir suivre ça de très très près dès qu'il va revenir. Cinquième et dernière réaction, il y a quelques semaines, je vous parlais d'un possible départ de Carlos Sainz à la fin de son contrat de chez Ferrari, car on se disait que Charles Leclerc était un peu l'élu de la Scuderia depuis toutes ces années. Fallait me faire mentir les gars, bravo, bien joué. L'intelligence de course, la gestion des pneus, le rythme, la performance pure, garder son sang-froid, tout a parfaitement réussi à Carlos Sainz. C'est véritablement une masterclass absolue, je dirais même que c'est une course de champion du monde pour le coup. Vraiment. Vraiment. Il y a eu les bons calls, il y a eu la bonne stratégie, bref, on voyait que chez Ferrari, ça savait ce qu'ils faisaient. Ils avaient un vrai plan, tout était bien, ils avaient tout leur plan de secours et tout, tant que c'était Sainz qui annonçait la couleur, évidemment. Ils ont été intelligents du début à la fin en faisant tout le temps évoluer leur plan de jeu en fonction des potentielles menaces. La vraie menace de début de course, c'est plutôt Verstappen et les Red Bull qui peuvent remonter fort et se retrouver devant les Ferrari au moment de l'undercut ou au moment des arrêts au stand, etc. C'est aussi les Mercedes quand même de Russell et de Hamilton qui sont des menaces peut-être un petit peu plus directes, mais qui étaient un peu protégés entre guillemets par Leclerc. Début de course, Charles en soft, justement, il devait prendre la P2 pour pouvoir protéger Sainz, c'était ça le plan. Du coup, il y a un plan de jeu où on a un numéro 1, un numéro 2 quand même, et c'est important de le noter. Le plan, c'était aussi de gérer les pneus le plus possible pour s'ouvrir toutes les possibilités stratégiques et pour aussi couvrir tous les potentiels undercuts qui pouvaient être faits à distance. Tant que tout le monde est dans le même paquet, ça neutralise un petit peu la chose. Alors la safety car permet de résoudre cette menace de l'undercut, donc ça l'efface en quelque sorte. Le problème, c'est que ça tue la course de Charles Leclerc. Le bouchon des doubles stacks au stand, ça met Charles P6 parce que devant, il y a le box Mercedes qui était un peu derrière, donc elles sont rentrées et puis embouteillage. Du coup, fallait cravacher un petit peu pour tenter de revenir et il a un peu fusillé ses pneus là-dessus. Tant que Sainz gardait le paquet derrière lui bien serré, en fait, les Red Bull étaient hors du jeu avec un arrêt de plus à faire. Une fois que c'était Russell qui était derrière, fallait juste bien caler le rythme pour avoir tout le potentiel en fin de course de ses pneus. Parce que là, il fallait vraiment garder ce qu'il fallait, au cas où on ait un scénario comme on en a vu pas mal en 2021. Vous savez, c'est le fameux scénario où on bascule sur une stratégie à 2 arrêts, où on dit « Ok, on va attaquer fort et obliger celui de tête à aller au bout avec ses pneus, et moi je vais revenir comme un fou furieux avec des médiums à donf. » Sauf que là, il n'y avait pas un pilote à aller chercher, mais 2 avec Norris qui faisait un vrai tampon. Alors Norris hérite de la P2 et si Russell passe, Hamilton a de fortes chances de passer aussi et de l'éjecter du podium. Donc Sainz et Norris avaient tout intérêt à travailler ensemble entre guillemets pour maximiser leurs résultats face à Mercedes. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors donner le DRS à Norris neutralise les attaques potentielles de Russell et Sainz avait juste besoin d'être bon dans 2 sorties de virage où il y avait justement le DRS pour éviter de se faire dépasser par Norris. Et bien sûr,
sur tout le reste du tour, bah, avec le clean air, normalement, ça devait pas trop mal fonctionner. Bref, c'était absolument magistral. C'est la plus belle course de Sainz qu'on ait pu voir, je pense. Aujourd'hui, de mon point de vue, il réunit toutes les qualités pour se battre pour le championnat et le remporter. Maintenant, il faut juste voir s'il est capable de tenir ce niveau d'exécution sur une saison entière avec la pression qui va avec. Et il va falloir aussi probablement une voiture un petit peu mieux que ce qu'ils ont actuellement, puisque bon, bah, la Red Bull est large devant, même si sur ce week-end, c'était pas le cas. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'atmosphère et surtout est-ce que l'équipe peuvent se dévouer à Sainz, y compris Charles Leclerc? Bah oui, dans le but de ramener Ferrari tout en haut. Là, il faut un numéro 1, un numéro 2. Et c'est pas celui auquel on pense. Alors, faudrait en avoir assez vite la certitude en vue d'une reconduction de contrat puisque ça s'arrête fin 2024 et qu'il y a aussi des projets comme Audi, etc. Mais s'il a la certitude qu'ils sont dévoués pour lui, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein. Je sais pas. C'est hyper intéressant en tout cas. Bon, je vous laisse pas vraiment avec un bonus, mais vous vous doutez bien que j'ai failli casser ma télé en voyant la boîte de vitesse d'Esteban Ocon cassée après une course et des batailles absolument incroyables. Il y avait une P6, P7, même un petit peu plus à aller chercher, grosso modo, donc j'ai un somme absolument fulgurant, hein, on va pas se le cacher. Heureusement, il y a Pierre qui sauve un peu l'équipe, mais j'ai un somme gigantesque, parce que là, il y avait des gros points à aller chercher, une belle opportunité, quand la voiture était pas incroyable, mais faisait quand même le taf. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires, on se retrouve mercredi pour un débrief des 6 heures de Fuji, oui, j'allais dire Suzuka, non, mais par contre on se retrouve bien la semaine prochaine pour le Fast 5 du Japon. Oui, oh ça va être beau, oh Japon, qu'est-ce que j'aime Suzuka, putain c'est beau. Bon bref, je vous laisse, bonne semaine.